Merci beaucoup de cette introduction flatteuse qui raconte une partie de ma vie. J'ai essayé de faire pas mal de choses, avec plus ou moins de succès, mais enfin j'ai essayé. J'ai enseigné pendant 40 ans à la faculté de médecine de Montpellier, j'ai dirigé pendant 24 ans une unité de recherche de l'INSERM. Donc j'ai un peu l'expérience de ce qu'est la science, et je vais essayer ce soir donc de vous apporter des arguments pour étayer la foi. Ce qui a été dit à la fin de cette table ronde, c'est vrai que la foi doit se raisonner. On ne peut pas imaginer de faire maintenant un acte de foi irraisonné. Et c'est la raison pour laquelle on a maintenant, grâce à la science d'ailleurs, suffisamment d'arguments pour croire réellement que Dieu existe. Mais il y a une chose certaine aussi, c'est que Dieu est invisible et muet. Vous ne pouvez pas, quelle que soit la prière et la facilité de prière que vous avez, discuter avec Dieu. Et il est bien dit dans le Coran, justement, que Dieu est tellement grand qu'on ne peut pas le représenter en image, on ne peut pas même parler avec lui directement, c'est quasiment impossible. Et il est muet, effectivement, mais on est obligé d'admettre qu'il existe. Alors, je vais essayer de vous démontrer ça, et je m'excuse auprès de vous. Je vais essayer, obligé de toucher des domaines scientifiques un peu compliqués, parce que la biologie est difficile, mais de toute façon, en une heure, il est impossible de traiter de tous les problèmes, mais je vais essayer d'insister sur quelques points particuliers que je vais vous présenter. Alors, ça, c'est une image. Alors malheureusement, il y a une amputation de la partie inférieure du membre, ça ne fait rien, c'est pas un problème. Cette image-là, c'est un embryon humain de 3 mois dans son œuf. Vous voyez tout autour, ce qui est blanc, c'est la partie de l'œuf. Vous voyez sa tête, son œil, ses membres. Et à 3 mois, un embryon est déterminé. C'est-à-dire que tous les tissus, tous les organes sont en place. Et après commence une période de croissance disproportionnelle, extrêmement compliquée. Ce que je veux dire ici, c'est que l'embryologie a maintenant un niveau de connaissance très avancé. Nous avons beaucoup de connaissances sur l'embryologie, et en particulier l'embryologie humaine. Et malheureusement, on enseigne encore dans les écoles la vieille théorie de Haeckel, qui croyait que l'ontogenèse récapitule la phylogénèse, c'est-à-dire que chez l'embryon, on voyait les stades de l'évolution. Alors c'est complètement faux, et ça a été démontré aussi que Haeckel a triché, il a présenté des dessins qui étaient des faux. Donc c'est pour vous dire que cette théorie est toujours enseignée dans les écoles, et je tiens à dire à ce propos qu'il y a une dictature actuelle sur les professeurs des sciences de la vie et des sciences de la Terre, qui est absolument terrible. On les oblige à enseigner que le darwinisme, et j'ai récemment, enfin il y a 2 ans, été faire un cours dans un lycée à la demande d'un professeur qui m'a dit si on enseigne autre chose que le darwinisme, on est pénalisé, et on peut avoir un blâme, et on peut avoir une sanction. Donc c'est absolument terrible de voir qu'actuellement il y a une dictature intellectuelle sur le darwinisme qui est évidemment, à mon avis, assez intolérant. Alors, je voudrais aborder avec vous un certain nombre de points. Premièrement, le monde vivant. Qu'est-ce que c'est le monde vivant? On a actuellement la connaissance de 3 millions d'espèces différentes. C'est absolument énorme, vraisemblablement en plus. Enfin, 3 millions, c'est déjà absolument énorme. L'origine de la vie restera toujours, pour les scientifiques, mystérieuse. Personne ne peut dire quelle a été l'origine de la vie, parce que personne n'était là comme témoin de comment ça a commencé. C'est la raison pour laquelle on ne peut faire, en tant que scientifique, que des hypothèses. On ne peut pas dire l'origine de la vie, c'est ça. Il y a de nombreuses théories, il y a les prébiotiques, il y a toute une série de littérature fantaisiste sur le sujet. Personne ne peut parler scientifiquement de l'origine de la vie. Et ça, c'est quand même une chose qui me paraît assez importante. Et il y a 2 mondes
d'une richesse absolument extraordinaire, le monde animal et le monde végétal. Le monde végétal est quelque chose de, c'est ce que j'appelle la biologie sèche, c'est-à-dire que vous prenez une graine qui est restée dans un terroir pendant 200 ans, vous la mettez dans la terre, un peu d'eau, et il pousse une plante. Alors c'est quand même assez extraordinaire. Ça veut dire que la biologie nous apporte des arguments extrêmement forts sur, d'une part, la complexité du système, et d'autre part, son intelligence et sa reproductibilité. Une graine de blé n'est pas une graine d'orge ou d'avoine. Donc ça veut dire qu'il y a une spécificité biologique rigoureuse qu'il faut évidemment accepter. Alors l'objectif de ce que je vais vous dire ici, c'est que les trois grandes religions monothéistes, qui sont la religion juive, la religion chrétienne, la religion islamique, mais les musulmans, se basent sur des textes qui sont révélés, c'est la Bible et le Coran, pour exprimer les origines du monde vivant. Mais la majorité de la population actuellement, et c'est assez impressionnant, 80% ou 90% de la population croit dans une théorie dite de Darwin, ou des successeurs de Darwin, ou des variétés de la théorie de Darwin, et tout le monde, on parle dans l'évolution du vivant, du couple mutation-sélection, c'est-à-dire qu'il y a des mutations qui permettent de changer, il y a une sélection qu'on appelle naturelle, et on va en discuter, et qui est la théorie finalement évolutionniste, celle de Darwin. Je voudrais dire, et essayer de vous démontrer, ce qui n'est pas très facile, mais je vais essayer néanmoins, qu'il n'y a pas d'évolution. Personne n'a prouvé l'évolution. Personne. Ça, c'est quand même assez important. Alors, on va essayer d'analyser ensemble. Premièrement, qu'est-ce qu'un scientifique est et doit être? Le scientifique analyse des faits d'observation, et s'il est seul à observer les faits, c'est évidemment très suspect. Il y a beaucoup de démarches qui se disent scientifiques actuellement qui ne le sont pas. Si ce que vous observez comme fait scientifique ne peut pas être observé par un autre, par un collègue ou par un autre scientifique, ce n'est pas un fait scientifique. Le fait scientifique doit être observable par tous. Alors quand vous avez un fait qui est réellement un fait scientifique, à ce moment-là, vous pouvez essayer, à partir de ces faits, d'élaborer une théorie. Une théorie, c'est une hypothèse que vous formulez, et comme le disait Karl Popper, Popper était un philosophe des sciences très connu, disait une théorie est faite pour être discutée, pour être contredite éventuellement, et pour être modifiée. Alors le scientifique doit avoir des idées préconçues, parce que comme scientifique, il faut avoir de l'argent. Moi j'ai passé un très grand moment de ma vie comme chercheur d'or, parce que finalement quand vous faites de la science, il faut avoir de l'argent. Si vous n'en avez pas, c'est assez difficile d'en faire correctement. Et la recherche de fond est quelque chose qui occupe terriblement les scientifiques. Alors il y a des scientifiques qui ne cherchent pas les fonds, ils attendent que ça descende, ils ne sont pas contents, ils vont dans la rue quand ça ne descend pas suffisamment. Ça c'est une erreur, parce que l'argent existe dans le monde, et en particulier à Bruxelles. La communauté européenne a de l'argent, beaucoup d'argent, et peut donner, seulement il faut faire une demande en anglais, justifiée, etc., pour avoir ça. J'ai eu la chance d'avoir 2 ou 3 contrats européens, c'est des contrats qui sont importants, qui sont de l'ordre du million d'euros, donc ça vaut la peine de se donner du mal pour en chercher. Enfin bref, c'est ça. Donc il faut des idées préconçues, mais le scientifique répugne à croire à des causes surnaturelles. Quand vous dites à un scientifique, c'est Dieu qui a fait ça. Il vous dira, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, on ne l'a pas dit, on ne l'a pas dit, etc. Donc ça veut dire que le scientifique essaye d'avoir une position objective, je dis bien essaye, parce qu'il n'y arrive pas toujours, mais il est clair qu'il se heurte quand même, effectivement, à quelques difficultés conceptuelles. Alors la nature. Actuellement, quand on lit des ouvrages qui se disent scientifiques, on vous dit, la nature a fait ci, la nature a fait ça. Mais la nature ne peut rien faire. La nature n'est pas une force créatrice. La nature, c'est simplement le musée de la vie, pas plus. C'est-à-dire que comme dans un musée, ici au Havre, vous avez des tas de musées,
il y a des règles d'organisation. C'est organisé de telle façon qu'il faut montrer les choses, etc. Mais la nature, c'est le musée de la vie. Or, maintenant, on lui prête un pouvoir parce que, effectivement, si on oublie la notion de Dieu, il faut bien trouver quelqu'un qui soit responsable de ce qu'on voit. Donc on dit la nature a fait ci, la nature a fait ça. Ça, c'est un discours faux qu'on devrait oublier et que les scientifiques devraient oublier, mais alors là, ce n'est pas le cas. La notion d'espèce est également très importante. C'est-à-dire que finalement, il y a 3 millions d'espèces vivantes. Je crois très foncièrement qu'il y a une évolution historique des espèces. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas toutes arrivées en même temps. Et ça, on a quand même suffisamment d'arguments de qualité scientifique pour dire que toutes les espèces n'ont pas été créées en même temps. Ce que croient un certain nombre de personnes. Elles n'ont pas été créées en même temps, elles arrivent successivement. Et le dernier qui arrive, c'est l'homme. Or, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que le seul qui comprend les choses, qui est capable de faire des théories, capable de vendre, c'est l'homme. L'homme est le seul animal qui comprend la biologie. Aucun animal ne la comprend. Alors quand vous voyez ce que est capable de faire votre chien, votre chat à la maison, vous êtes quand même un peu étonné. Vous dites, mais comment ça se fait que... Effectivement, il y a une intelligence animale. C'était tout à fait évident. L'intelligence n'est pas le propre de l'homme. Il y a une intelligence des animaux. Une mouche, vraiment un animal assez extraordinaire techniquement, que vous essayez d'attraper, va s'échapper. Pourquoi il s'échappe? Parce qu'elle a une forme de conscience du danger qui s'assimile quand même à une forme d'intelligence. Vous voyez, je crois que c'est très important de rappeler cela. La notion d'espèce est donc importante pour éviter le chaos. Dans la nature, comme l'homme arrive le dernier, tous les animaux auraient pu copuler ensemble, les chiens avec les chats, etc., enfin tout ce qu'on peut imaginer. Or, ce n'est pas le cas. Alors, ça veut dire que la règle d'or de l'organisation du musée de la vie de la nature, c'est la notion d'espèce. C'est-à-dire la spécificité de groupe. Et j'ai pris volontairement la définition d'Ernest Mayr. Ernest Mayr est un Allemand qui a fini sa carrière à Harvard en Amérique. Et Ernest Mayr est un darwinien pur et dur. Or, il écrit « L'espèce est une communauté reproductive de populations reproductivement isolée d'autres communautés. » Ça veut dire qu'il y a une barrière génétique. En d'autres termes, depuis le début, un chien ne peut pas aller avec un chat et obtenir un sous-produit. Et ce qui est encore plus fort, un argument qui conforte, c'est que les hybrides sont stériles. Par exemple, le mulet est stérile. Le croisement de l'âne et du cheval, qui sont deux espèces plus proches, le mulet est stérile. Le tigron, qui est le rapprochement entre le lion et le tigre, ça arrive de temps en temps, est stérile. Et dans l'espèce humaine, la trisomie 21, je ne dis pas fort heureusement, mais je dis quand même, c'est un rattrapage qui est important sur le plan social, sont stériles. Les trisomiques sont stériles et ne peuvent pas avoir de reproduction. Alors, quand vous voyez ça, vous êtes obligé de vous dire, il y a dans la nature une organisation logique, intelligente, extrêmement précise, la biologie est extrêmement rigoureuse, et finalement, ça veut dire en clair qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Alors, le génome, c'est précisément la caractéristique, la carte des gènes d'une espèce. On connaît beaucoup de génomes maintenant d'espèces, on a décrypté des génomes. Il y a un programme très important sur le génome humain qui a été financé par les Américains à un niveau très élevé. Nous allons en reparler dans un instant. Et ça veut dire que le génome définit dans une espèce déterminée une plage de variabilité. Par exemple, vous avez le pinson de Darwin, qui est l'exemple qu'on donne toujours aux Galapagos. Je suis allé aux Galapagos avec mon épouse, d'ailleurs, je suis allé aux Galapagos. J'ai vu le pinson décrit par Darwin, avec le bec plus long pour aller dans les plantes. C'est une variété d'une espèce qui est le pinson. Donc c'est la variabilité. Et la capacité d'adaptation à l'environnement est définie justement par le génome. Par exemple, vous mettez un moustique dans votre frigidaire pendant 3 jours,
il y a de fortes chances qu'il ne va pas s'en remettre. Donc ça veut dire en clair que la notion d'espèce est déterminante parce qu'elle évite le chaos dans la nature et c'est elle qui règle finalement tout le système. Et l'homme est une espèce où l'interfécondabilité existe, et le critère de l'espèce c'est l'interfécondabilité, et actuellement, tous les membres de l'espèce humaine peuvent avoir des sous-produits, c'est la raison pour laquelle le mixage, le brassage actuel est énorme, puisque, évidemment, il y a beaucoup, quelle que soit la couleur de la peau, on peut avoir des enfants qui auront des caractères de l'un et de l'autre. Donc il y a un brassage ethnique qui est dû essentiellement à la sexualité. C'est grâce à ça que vous avez la biodiversité. La biodiversité n'est pas due aux mutations à la Darwin, elle est due au fait que, effectivement, tous les membres de l'espèce humaine peuvent avoir entre eux des rapports sexuels et avoir évidemment un sous-produit particulier. Alors la datation historique, c'est un problème énorme, et je n'ai pas le temps d'en parler trop longtemps, mais il faut simplement vous rappeler que actuellement, on utilise la datation par radioisotope. C'est-à-dire, la dernière formule, c'est uranium-plomb ou le radium-argon, potassium-argon, pardon, et la stratigraphie. Ça, c'est les arguments qu'utilisent les paléontologues. Or, ils donnent des durées de vie qui ne sont pas prouvées. Il n'y a pas de preuve scientifique des durées. On jongle avec les millions d'années, c'est impressionnant. Les gens vous disent, par exemple, les dinosaures se sont éteints il y a 65 millions d'années. Alors, quand dans notre tête, vous essayez de penser à 100 ans, vous y arrivez, 1000 ans, c'est accessible, 10 000 ans, on y arrive ainsi, 100 000 ans, ça devient compliqué, 1 million d'années, c'est complètement impossible. Autrement dit, la datation actuelle n'a pas une valeur scientifique absolue, et il y a des travaux qui ont été faits en particulier par Berthaud et par un ingénieur qui s'appelle De Pontcharrat, qui a démontré par exemple que les roches sédimentaires où on retrouve beaucoup de fossiles ne peuvent pas être datés directement par les radioisotopes, on ne peut dater que la lave qui recouvre le sédiment. Or, De Pontcharrat a démontré, c'est un ingénieur du CEA, il a démontré que finalement, on n'a pas l'horloge qu'on a créée avec les radioéléments est fausse. Et ça explique pourquoi vous retrouvez dans les montagnes de l'Himalaya des coquillages, qui est quand même assez impressionnant, et beaucoup de géologues, encore maintenant, sont contre la théorie des catastrophes, sur le principe de Lyell, la géologie classique, et effectivement, on est quand même surpris quand on trouve des coquillages à une haute altitude comme ça, dans une couche sédimentaire, comment ils sont venus là. Ça veut donc dire qu'il y a eu des bouleversements tectoniques, architecturaux au niveau de la Terre qu'on domine mal. Parce qu'évidemment, on essaie de les reproduire, d'essayer de les expliquer, mais c'est quand même pas très facile. Donc, la conclusion, c'est qu'il faudra rajeunir les époques. Arrêter de parler de millions d'années comme on parle de 100 ans. Ça, c'est vraiment une grave erreur. Et pour les dinosaures, on se rend compte maintenant que les figures mythiques du Moyen-Âge étaient finalement des dinosaures. Donc c'est quand même... Et on a vu au Texas des traces humaines à côté de traces de dinosaures, ce qui montre bien qu'il faut revenir sur ce concept particulier. Et le coup de dire qu'il y a eu un énorme météorite qui est tombé sur la Terre, c'est exact, on le connaît. Là, il a fait un cratère avec plusieurs kilomètres de diamètre, mais de dire qu'il a obscurci le Soleil au point que la nature a évolué, qu'ils n'ont plus la possibilité de manger, ça c'est vraiment un peu du délire. Et ça n'a pas de preuve réellement acceptable. C'est mon sentiment, mais on peut en discuter plus longuement éventuellement. Alors la place historique de l'homme dans tout ça, eh bien, évidemment, je dis datation douteuse de 3 milliards d'années. Bon, les gens voyagent dans les milliards, mais même si on admet la date de la Terre à 3 milliards d'années, si on ramène le chiffre à 100 années, 100 ans, l'homme occupe le dernier quart d'heure.
Alors c'est quand même très impressionnant. Ça veut dire que l'homme arrive incontestablement le dernier, mais l'homme est le seul qui comprend quelque chose, qui est capable de créer des théories, créer de l'abstraction, d'inventer des systèmes, c'est le seul. L'animal n'invente rien. Alors même si vous voyez un chimpanzé dans les films qu'on montre, qui se met assis avec son derrière sur une noix de coco pour la casser, ou qui la jette, ou qui prend même un petit bâton pour aller dans une fourbière, il n'invente pas l'outil, il n'a pas le concept d'outil. Vous ne verrez jamais dans la nature un chimpanzé se balader avec une feuille de bananier, avec le caillou qu'il aime bien, le morceau de bois qu'il avait, ou le petit morceau. Ça veut dire que l'animal utilise des outils, mais n'a pas le concept d'outil. Le concept est une abstraction purement humaine. De même que le langage mathématique est une invention de l'homme. L'homme a inventé la mathématique. Et c'est ça qui est très important. Les Arabes en particulier ont beaucoup contribué au progrès des mathématiques, la représentation symbolique, et c'est une création réellement humaine. Bon, donc, c'est quand même important de se rappeler de ça pour la suite. Alors, si on jette un œil, je m'excuse, je vous montre une vue du Concorde, mais c'est le Concorde anglais. Enfin, on n'est pas raciste, donc on peut accepter. Le Concorde anglais était le même que le français. Et dans mon unité de recherche, nous avons travaillé modestement, mais nous avons un peu travaillé sur le Concorde. C'est-à-dire qu'on a eu accès à la technologie du Concorde. C'était absolument impressionnant. C'était un avion fantastique qui volait dans des conditions extrêmement difficiles. À Mach 2, où il volait, la peau extérieure de l'avion était à 120 degrés du haut frottement de l'air. Et j'ai fait aussi un voyage avec mon épouse dans le Concorde, et l'ingénieur de bord me montrait que s'il mettait son carnet entre son panneau de commande et la paroi latérale, s'il le mettait au début du vol, pendant le vol, il ne pouvait pas l'enlever. Parce que le Concorde augmentait de 20 cm. Alors ça a l'air d'être rien, mais c'est quand même assez. Donc ça veut donc dire, en clair, que la haute technologie, comme celle du Concorde, en aéronautique, si vous faites une erreur, c'est la catastrophe, on le sait. Alors, à plus forte raison dans la biologie. Vous imaginez la complexité de 3 millions d'espèces où on ne peut pas se permettre de faire des erreurs. Absolument évident. Alors, c'est la raison pour laquelle, si on dit tous les êtres humains sont de la haute technologie, ce qu'on appelle high-tech actuellement. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut une connaissance du domaine. Il faut un cahier des charges extrêmement précis. Dans l'aéronautique, le cahier des charges est extrêmement précis. Il est de plus en plus précis, même au fur et à mesure du temps. Les moyens de créer et de valider un prototype. Et il faut une capacité de production avec contrôle de qualité. Le contrôle de qualité a été introduit par les Japonais après la guerre, et dans l'industrie automobile, par exemple, on sait très bien que les accidents d'auto qui restent très fréquents sont de moins en moins dus à un défaut technique. Alors, le contrôle de qualité est très important. Donc alors ça, c'est les principes. Ça veut dire que l'homme est un créateur de technologie. Alors, comme créateur de technologie, il peut comprendre que la biologie, qui est infiniment plus compliquée que ce qu'il construit, ne peut pas se faire toute seule. Alors, c'est là où ça devient intéressant de discuter. Quels sont les problèmes techniques de la construction de l'homme? Ça, c'est une image du Caravaggio qui est à Rome, qui est très belle, c'est Saint Jérôme qui est en train d'écrire. Eh bien, les principes de la construction de l'homme, c'est quoi? C'est qu'il est fabriqué à un seul exemplaire. C'est pas un clonage. On ne fabrique pas une série. Fabriquer autrement dit, vous êtes ici, un exemplaire unique de fabrication. Pas une construction en série. Il n'y a pas de construction en série de l'homme. Et ceux qui croient au clonage sont dans l'erreur totale, et personne n'a encore fait de clonage de l'espèce humaine, ça c'est évident. Et les clonages d'animaux ne sont pas un succès total. Donc c'est fait par un homme et une femme, obligatoirement, dans des conditions, j'ai mis agréables au début, et finales douloureuses. C'est vrai que la douleur fait partie de l'accouchement, fait partie de la grossesse, et c'est des choses que nous connaissons. Mais tous, tels que vous êtes ici, vous êtes uniques dans toute l'histoire du monde.
Ça veut dire que ça devrait vous rendre paranoïaque immédiatement, parce que il n'y aura jamais deux personnes comme vous. Alors ça veut dire qu'il y a une biodiversité absolument énorme, et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette machine extrêmement compliquée, beaucoup plus compliquée qu'un Concorde finalement, est prévue pour être pilotée par un ignorant. Alors ça c'est étonnant. Ça veut dire que la plupart des humains ne connaissent pas comment ils sont faits. Ils ne savent pas comment est leur corps humain, ils savent pas, ils ont des notions de biologie un peu vagues, sauf ceux qui ont été à l'école, qui sont professeurs, etc., qui connaissent des tas de choses, mais même s'ils sont professeurs, ils ne fonctionnent pas mieux que ceux qui n'ont pas de notion. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'homme, machine très compliquée, a une commande simple, parce qu'il doit être commandé par un ignorant. Et ça, c'est quand même quelque chose de surprenant. Ça veut dire, en fait, pour ceux qui parmi vous sont ingénieurs ou évoluent dans la technique, ça nécessite une automatisation de fonctions de très haut niveau. S'il n'y avait pas d'automatisation de fonctions, personne ne pourrait fonctionner. Parce que c'est tellement compliqué à piloter que personne n'y arriverait. Or, ce qui est étonnant, c'est qu'un ignorant peut piloter. Et encore plus étonnant, si vous avez un chien, il est capable de faire des choses absolument étonnantes, or il ne connaît pas un mot de biologie. Même si vous essayez de lui enseigner des mots de biologie, il ne la connaît pas. Alors ça, c'est quand même quelque chose. Ça, c'est le cerveau humain. Voici le cerveau dans sa boîte. Moi, j'ai coupé dans ma vie des tas de cerveaux et on retrouve toujours les mêmes structures. Je n'ai pas le temps de faire le détail. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on a actuellement un niveau de connaissance très très élevé au regard du cerveau. À la fois sur la neuroanatomie, la neurophysiologie, la neurochimie, qui a fait des progrès absolument considérables, l'imagerie, qui est une révolution. Je suis médecin et j'ai connu le début, on n'avait pas d'image. Alors j'ai connu les débuts de la radiographie, on regardait une radiographie, on voyait un squelette, on voyait des os, on voyait rien de plus. Actuellement, avec la résonance magnétique, avec le scanner haute définition, on voit tout. On voit tout. Un médecin moderne, jeune ou vieux, doit connaître parfaitement l'anatomie parce qu'on voit tout. Et ça, c'est absolument impressionnant. Ce qui veut dire qu'on arrive à faire des diagnostics d'une précision absolument remarquable. Encore faut-il savoir lire. Et c'est ça le problème quelquefois. La génétique a fait des progrès. L'immunologie, qui est une science importante, c'est la science du futur. L'immunologie, c'est la défense de l'organisme. Et ce qui est étonnant, c'est que l'organisme est raciste. Alors c'est peut-être difficile de le dire comme ça, mais un organisme humain refuse un autre organisme humain. Il est raciste, c'est-à-dire qu'il reconnaît son corps, mais pas le reste. C'est ce qui explique le problème des greffes. Cette jeune femme qui est morte à 49 ans, auquel on a fait une greffe de visage, que vous avez tous vu, dont on a peu parlé pour savoir qu'elle était vraiment quelqu'un qui a souffert, qui était très courageux, qui a accepté, est morte quand même parce que la thérapie pour éviter le rejet est extrêmement toxique et finalement c'est pas évident. Ça veut dire que chaque fois que vous introduisez dans le corps humain un corps étranger biologique, vous avez une chance de rejet. Donc ça veut dire que l'homme individu se reconnaît comme individu. Et ça, c'est évidemment quelque chose de très important. Alors, on peut faire des transfusions, on en fait tous les jours. Mais vous savez qu'il y a des groupes sanguins qui sont de plus en plus précis, les groupes Rhésus aussi. Et si vous vous trompez de groupe, si vous faites une erreur, vous pouvez avoir une maladie qui est éventuellement mortelle. Donc, alors, la génétique et l'épigénétique, il faut savoir que la génétique a fait des très très gros progrès. Le Human Genome Project est un projet international et ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement on sait que uniquement 5 à 7% du génome fabrique des protéines. Vous êtes fabriqué avec des protéines, votre corps est fabriqué avec des protéines, de l'eau, de protéines, mais 7% de vos gènes fabriquent les protéines. Alors qu'est-ce qui vient du reste? Alors c'est ce que les Américains appellent la junk DNA, on peut traduire ça comme le gène poubelle, une espèce de poubelle. Alors certains disent c'est les restes de l'évolution qui sont là, etc. Mais en réalité, on se rend compte actuellement que c'est cette partie du génome
qui ne fabrique pas les protéines, qui vraisemblablement crée la spécificité des individus, c'est-à-dire l'aptitude à des maladies, et ce qu'on appelle maintenant la médecine prédictive. Prédictive veut dire que on peut, il y a quelques années, il fallait payer 10 000 $ pour avoir son génome. Actuellement, pour 1 000 €, vous pouvez avoir votre génome. Alors vous me direz, ça sert à quoi? Évidemment, ça ne vous servira peut-être pas grand-chose, mais c'est l'ouverture pour une médecine prédictive individuelle, une médecine de l'homme et non pas une médecine de la maladie, parce qu'actuellement on traite des maladies, on ne traite pas des humains. C'est très important. Il faut qu'on arrive à la médecine individuelle de l'individu, et ça, on va y arriver, on a les moyens pour le faire. L'inconvénient, c'est que si par exemple, à l'âge de 20 ans, on vous dit « Oh, vous avez un gène de prédiction des maladies cardiovasculaires, vous allez mourir d'un infarctus », vous ne serez peut-être pas extrêmement content. Donc c'est la raison pour laquelle cette médecine prédictive est encore actuellement dans une phase un petit peu intermédiaire, parce que c'est pas non plus évidemment facile. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'homme est fabriqué par 25 000 gènes, 25 000 gènes qui donnent des instructions très précises de codage pour fabriquer. Mais la règle n'est plus, comme elle a été pendant très très longtemps, un gène, une fonction. En fait, il y a plusieurs gènes qui collaborent pour une fonction, donc il y a une espèce de polymorphisme qui explique que 25 000 gènes, pour un ingénieur, c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est quand même suffisant pour fabriquer un homme, l'homme que vous êtes, avec toute la complexité des organes que nous connaissons. Alors ce qu'on appelle l'épigénétique, qui a beaucoup de succès actuellement, c'est l'influence de l'environnement sur l'expression des gènes. C'est-à-dire, vous avez un génome hérité de votre père et de votre mère, et c'est d'ailleurs quelque chose d'assez étonnant, parce que quand vous mélangez deux génomes, un du père, un de la mère, il faut arriver à ce qui corresponde assez bien, parce que ça crée un nouvel individu. Vous voyez la complexité du système. Et c'est quelque chose d'absolument étonnant et stupéfiant. Il y a une boîte à outils double qui permet de réparer, d'essayer de réparer s'il y a une panne.